Richard, est-ce qu'on a une idée du taux d'intermédiation sur la Tunisie? Est-ce qu'il y a un mouvement, comme sur de nombreuses destinations, d'individuels qui vont prendre un billet d'avion chez Tunisair ou d'autres compagnies et assembler leur séjour tout seul, ou ça reste un fort taux? Parce que... Merci de l'avoir posé, Muriel. non, Muriel, c'est une très bonne question à laquelle on peut répondre d'autant plus facilement qu'on s'est doté depuis quelques années maintenant d'un outil de mesure qui s'appelle le baromètre de l'activité des ventes tourisme en agence de voyage. Donc on voit tous les mois comment se développent les ventes et par quels canaux. Bon, si nous n'avons pas vocation à faire de discrimination entre appelons ça le canal historique, l'agence de voyage traditionnelle, de proximité, et les nouveaux canaux de distribution, notamment sur Internet, par l'intermédiaire du web, force est de reconnaître que le canal qui a été le plus réactif dans la reprise, j'ai entendu une année, en définitive il y a 18 mois que la Tunisie a repris progressivement. Bien, aux avant-postes de cette reprise, c'est quand même le canal digital qui a fait les premiers retours positifs et volumétriquement significatifs du marché. Confirmé sur le Tunisair? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Tunisie a représenté pour le secteur marchand une opportunité en termes de tarifs et en termes de stock, et qu'on a rapidement pu mettre en ligne des solutions de produits basiques, s'entend, un transport, un hôtel, et que la Tunisie a retrouvé sa place dans l'éventail tarifaire de la Méditerranée, et bien placé, plutôt bien placé. Je veux dire au passage que la Tunisie affronte actuellement quelque chose de relativement difficile pour son économie, parce que si on parle du tourisme, il ne faut pas être égoïste de dire on commence à performer sur le tourisme, bien qu'on soit loin encore, on est à 50% de ce que nous avons déjà réalisé. Quand tous les marchés fonctionnaient, quand tous les segments de marché allaient dans le même sens, voilà, on était entre 1,2 million et 1,4 million tourisme. Là, on est en tangente le 600 000. Et on a une prévision relativement conservatrice de 20% de plus, 700 000, on va faire. Et on a entendu avec satisfaction qu'on aurait les moyens de le faire parce qu'il y aurait de l'aérien qui allait aller de pair. Bon. Mais il y a aussi une réalité, c'est que la monnaie nationale a décroché par rapport à l'euro. Donc ça stabilise le prix, ça ne le fait pas baisser, heureusement, parce que je pense que comme on dirait vulgairement, l'industrie est à la cale, plus bas il n'y a pas. Il faut quand même payer des salaires, il y a un environnement social qui a changé dans les 10 dernières années, même si on a en face un monde salarial qui est complaisant, parce qu'ils souffrent et ils savent que bon, ils ont à faire un effort, et ça c'est le management des hôtels qui ont su parler à leur personnel. Pour autant, il faut donner aussi un produit de qualité, c'est-à-dire il faut manger des choses agréables au goût, donc il faut faire de la qualité. Il faut remettre en route aussi des filières qui ont été désamorcées pendant des années, c'est-à-dire celui qui fait dans l'arrière-pays des œufs, des poulets, des légumes. Il faut remettre tout ce canal de production en route, en bénéficiant des dernières avancées technologiques pour que les économies d'échelle subséquentes viennent avec, mais pour autant il faut les faire arriver à proximité du consommateur dans les meilleures conditions de fraîcheur, de qualité, ainsi de suite. C'est le défi actuel. Avant de penser à ce qu'on peut faire, c'est déjà de refaire ce qu'on a fait bien.
avec des travailleurs. Vous savez que le principal écueil de difficulté de l'hôtellerie, c'est les gens qui arrêtent de travailler. Les gens qui arrêtent de travailler perdent la notion du service, perdent la réactivité, perdent la dynamique. Il faut les mettre en situation d'avoir justement cette capacité de travailler, comme on le sait, dans l'hôtellerie, avec envie, plaisir, pour donner satisfaction. On connaît les écueils du fameux all inclusif, tout compris, qui n'est pas une école d'astreinte dans laquelle on s'assure de faire le mieux possible pour la satisfaction des clients. Voilà, tout ça, c'est le challenge des professionnels tunisiens là, des mois qui viennent. Redonner à leurs produits la qualité qu'ils avaient au début de la crise, de façon à ce que la satisfaction soit présente. À partir de ça, après on peut penser qu'est-ce qu'on va faire de nouveau, de mieux, ainsi de suite. Mais en ayant acquis quand même aussi, dans ces 10 ans, tout ce qui a changé, qui est nouveau. Et ça existe en Tunisie. Je connais pas mal d'établissements qui, malgré la crise, ont continué à se doter des dernières avancées technologiques pour pouvoir avoir un produit vraiment de qualité comparable à d'autres destinations de la Méditerranée. Et je pense qu'il y a des marques assez prestigieuses comme le Four Seasons qui va ouvrir ou qui est ouvert récemment. Ça inspire confiance à la clientèle internationale, non? Ça inspire confiance et ça donne de la couleur donc, aux produits touristiques nationaux, donc à l'échelle internationale. Donc, le Four Seasons est une marque de notoriété et donc un établissement dans la banlieue de Tunis donc, serait mis en exploitation donc, sous peu. Et donc nous avons déjà des marques aussi importantes un peu partout en Tunisie et ça crée de la couleur, ça rassure donc, la clientèle et ça constitue un élément d'appel intéressant. Donc la marque seule ne suffit pas, il faudrait qu'il y ait derrière des efforts considérables au niveau du management de la qualité et au niveau donc, de la gestion de ces unités. Et donc un effort important est en train d'être déployé justement au niveau de la formation touristique à travers une nouvelle agence qui vient d'être créée à cet égard. Vous savez très bien que l'ONTT est appelé dans les années à venir à se défalquer en 3 institutions. Donc une institution destinée à la formation, une autre destinée à la promotion des investissements et l'ONTT garderait la tâche donc, de la promotion. Voilà, donc absolument. Donc, et c'est une révélation donc, de l'étude stratégique qui a été élaborée donc, en 2010. Un autre scoop. Non, mais annoncé depuis quelques mois déjà et qui est mise en œuvre. Et alors tant mieux, parce que c'est au moment où on est dans la crise, où les gens n'ont pas forcément beaucoup de travail, qu'on procède à ce genre. Non seulement on réfléchit, mais on décide et on met en route des programmes comme ça qui ont du sens. La Tunisie est condamnée. On a dit tout à l'heure sa situation géographique, sa climatologie, ses qualités balnéaires. On n'en a pas parlé, mais c'est évident. L'histoire et la culture de ce pays. Hein, le centre du monde antique jusqu'au IIIe siècle, au Ve siècle. Ça dépend comment on veut lire l'histoire. Bon, qui a été complètement estompé, mais qu'il faut remettre. Les gisements archéologiques de la Tunisie sont fantastiques, à condition qu'on s'en occupe sérieusement. Alors, maintenant, si on veut pas faire un faux départ, ou pas profiter de cette embellie égoïstement, c'est-à-dire, ok, on ramène du fric, on prend tout ce gars, et puis, allez, ça va continuer pareil. Alors, on se met sérieusement au travail dans la reconstruction du tourisme. Cette reconstruction du tourisme, elle passe d'abord par un projet national. Et là, je dis, ils vont certainement réagir. Il est à 2 niveaux. Il faut savoir si on a un destin de grand pays touristique et on a un peuple qui correspond à ce destin. C'est-à-dire, est-ce que le Tunisien est profilé pour aimer
l'étranger, l'accueillir correctement. Non, mais j'ai l'impression. Vraiment, je n'enfonce pas des. Autour de la table. Excusez-moi. Non, on n'est pas en train de faire du marketing touristique. On est en train de faire de la prospective sérieuse. Est-ce que le Tunisien de 2010, 15 a chevillé au corps, parce que éduqué, parce que entretenu, parce que naturellement, avec aisance, les différentes langues européennes, de accueillir correctement. Deuxièmement, est-ce que le professionnel tunisien, hôtelier et tout ça, va continuer à faire un produit globalement satisfaisant, mais sans plus, parce qu'il sait que jusqu'à maintenant, il a été protégé par un positionnement tarifaire correct? Non, il a les moyens de faire mieux, plus fort, plus vite. Et parce qu'il est dans la compétition internationale. Il a des voisins qui s'appellent le Maroc, il a un autre voisin qui s'appelle l'Italie, il a un autre voisin qui s'appelle la Grèce, il a un autre voisin qui s'appelle l'Égypte et la Turquie. Il est obligé de se battre avec ses atouts pour donner des signaux forts que ici c'est mieux. Et c'est bien, et c'est tout proche, et c'est peut-être moins cher, même si on est d'accord pour que le relèvement des tarifs bénéficie à la qualité des produits et bénéficie aux gens qui y travaillent. Parce qu'on ne peut pas faire un produit touristique et demander aux nationaux de faire des efforts en permanence, la banane, le sourire, le bon accueil, la disponibilité, la prévenance, l'anticipation, qui sont des qualités de l'hôtellerie, si au bout du bout, on a travaillé, on ne touche pas d'argent. C'est pas humain ça. Donc on peut très bien aimer les gens, mais il faut qu'on y trouve son compte. Donc ça fait. Et je terminerai, parce que ça c'est une petite toque que j'ai, de réexpliquer à la jeunesse tunisienne, à la jeunesse, c'est-à-dire aux enfants, et puis après aux adolescents, et puis après aux étudiants, la formidable opportunité du tourisme. Le tourisme, c'est pas une vache à lait. Bon, ça le comprend quand on se promène dans certaines zones du sud. Bon, non, on n'est pas là pour être on est là pour partager. Parler des langues étrangères, c'est communiquer avec les étrangers, c'est s'ouvrir l'esprit, c'est sans bouger de chez soi, c'est comprendre un peu le monde. Et puis après, se dire que quand on a de la pugnacité et de la créativité et beaucoup de sens de l'effort, de créer sur place des produits attractifs pour faire venir les gens. Oui, mais tu ne penses pas que c'est aussi de la responsabilité des tours opérateurs, et là je pars sous ton contrôle, de payer le juste prix pour une prestation qui doit être de qualité. Quand on voit certaines ventes flash dernièrement sur le marché français avec un prix d'appel à 199 €, vol et transfert et hôtel compris, qu'est-ce qu'on achète pour ce prix-là et qu'est-ce qu'on paye aux Tunisiens pour ce prix-là? Ce rapport obéit à la loi de l'offre et de la demande. Donc, si déjà l'offre, elle est ce qu'elle est, hein, avec donc des efforts considérables au niveau de la gestion de la qualité, avec des efforts considérables au niveau de la tenue des établissements. L'État, de son côté, ne ménage pas ses efforts pour communiquer donc considérablement sur le produit. Et d'un autre côté, donc il y a une demande donc commercialisée à un certain niveau. Je crois que réellement il y a un certain équilibre à retrouver. Et cet équilibre se négocie en effet entre acheteurs et fournisseurs. Donc je partage un petit peu. Oui, un petit peu. Entre professionnels, il ne faut pas se laisser embarquer là-dessus, sur ce genre d'argument. 199, 299, 300, ça n'existe pas. On sait très bien que ce sont des démarches marketing. Ce qu'il faut voir, c'est la fréquence et l'intensité. Si c'est un prix d'appel pour un positionnement et pour déclencher un acte d'achat, je suis d'accord. Si ça devient une généralité, c'est suicidaire. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, je vais être plus pragmatique. J'ai fait les marchés depuis l'âge de 6 ans. Et quand j'ai une marchandise périssable, à la fin du marché, je la bradais, je récupérais ce que je pouvais.
et je vendais... Vous avez le sunset price. Ouais, je vendais mes raisins secs ou mes trucs à ce que je pouvais. Donc ce genre de choses, c'est même pas une démarche marketing intelligente, c'est vraiment quand on n'a plus rien à faire et on est à court d'idées, on procède de la sorte. Moi, je reviens toujours, parce que je connais les dossiers, et je peux me permettre de le dire, je connais les dossiers du tourisme tunisien. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé, il faut y remédier. La segmentation est indispensable. Donc que ce soit au niveau de la vente ou de la production ou de la programmation, et la programmation est indispensable. La planification qu'a perdu la Tunisie est indispensable. Il faut qu'on revienne à planifier sur 5-10 ans. Hein, sur 5-10 ans, pardon. Donc sur les grands projets, je reviens à ce que disait Richard, les grands projets. Nous avons fait travailler, moi j'ai travaillé à la Banque nationale de développement touristique de 82 à 87. On avait un paquet d'investissements sur du long terme. Et c'était 30 ans. Et nous avons fait travailler tant bien que mal cette jeunesse tunisienne. Maintenant, il faut passer à un autre projet. Un projet à 30 ans. Mais avec les moyens qu'il faut. Et avec une vision un peu plus longue. Et non pas... attention, je ne critique pas ce qui se passe. La situation elle est difficile en Tunisie. Mais il faut qu'on retrouve, avec nos partenaires, avec les Tunisiens aussi qui ont un savoir-faire réel, les conditions favorables pour planifier et trouver le financement d'une étape pour la prochaine Tunisie. Alors, quand je reviens par exemple sur la segmentation, moi je suis pour l'optimisation par secteur. Moi, à mon sens, le balnéaire est une thématique en Tunisie. Si je pose la question, ou je me pose la question moi-même, ou mes propres clients me posent la question, est-ce que nous avons optimisé cette thématique? Nous en sommes très très loin. Donc le développement, il peut être horizontal et il peut être vertical. Nos plages de nos hôtels 4-5 étoiles, est-ce qu'elles sont 4 et 5 étoiles? Non, pas encore. Elles sont souvent une étoile, voire pas d'étoile du tout, ou 3 ou 4, etc. Non, je le confirme en tant... Je le confirme en tant qu'utilisateur. Je ne parle pas du papier. Je ne parle pas du papier. Il faut que ça soit suivi des faits, il faut que ça soit palpable et visible au niveau de l'environnement des hôtels, au niveau de la qualité, pour que le client aille en Tunisie. Je ne cite pas d'autres destinations balnéaires long courrier, plutôt que d'aller faire 8 heures ou 10 heures de vol, qu'il aille en Tunisie, mais qu'il trouve ces prestations de qualité balnéaire. Et que ça ne soit pas péjoratif de passer un séjour farniente, balnéaire, 5 étoiles de qualité, en payant le prix et avec la prestation qu'il faut derrière tout ça. Et il y a d'autres segmentations, et je sais, et là je reviens pour dire pourquoi je connais les dossiers, l'Office de tourisme de Tunisie a toujours travaillé avec des thématiques et avec des équipes dédiées à chaque thématique. Et M. D'ailleurs, le site le reflète parfaitement. Le site est magnifique. Pourra le confirmer. C'est sublime. Et l'Office de tourisme... L'Office de tourisme tunisien, rapidement, avait les 3 vocations dont M. Rarbi parlait tout à l'heure, mais aussi il avait la vocation de la réflexion et de la planification. Et j'ai beaucoup travaillé avec les collègues de M. Rarbi quand j'étais à la banque, conjointement, pour aider l'État tunisien à faire le plan avec le ministère des Finances, avec l'Office de tourisme de Tunisie, pour suggérer le golfe, suggérer la plaisance, suggérer le tourisme. Ça n'a rien, tout ça ne s'est pas fait spontanément. Donc aujourd'hui, il faut qu'on continue dans cette segmentation pour tirer le produit vers le haut sur les thématiques traditionnelles et développer les nouvelles thématiques culturelles et autres avec bien évidemment des remises à niveau des sites pour qu'ils soient accessibles et qu'ils soient attirants pour le visiteur. C'est un travail de fond, c'est un énorme travail et moi je vois toujours le côté plein du verre, le côté vide. C'est une opportunité de développement, je ne le vois pas comme négatif, le côté vide du verre. C'est une bonne nouvelle pour la jeunesse tunisienne et on en a déjà parlé avec Richard en Tunisie et en France. C'est une opportunité extraordinaire qui s'offre devant la Tunisie et devant la jeunesse tunisienne pour faire ce chantier-là. Encore faut-il qu'on se mette
tous ensemble pour travailler intelligemment et pour pouvoir le réaliser et créer ces emplois et remplir cette partie vide du verre. Parce que dans d'autres pays, la partie vide du verre, elle n'est pas si vide que ça. Les potentialités ne sont pas si énormes. Les gens qui arrivent à saturation, nous avons du potentiel et c'est extraordinaire. Et alors l'argent, il va venir d'où? Pour tous ces projets d'infrastructure, ces projets de formation. En tant que financier, je me permets de répondre et je laisserai Samy donner son idée. Aujourd'hui, le problème n'est pas un problème d'argent. Vous savez que dans le monde et en Europe en premier, les banques qui sont liquides et qui vont sur le marché monétaire, ça leur coûte 0,10% s'ils remettent leurs fonds à la Banque centrale de France, à la Banque de France. Donc les fonds sont là. Mais les investisseurs, ils veulent des projets, et des projets rentables. Qu'ils soient moyen-orientaux, qu'ils soient européens ou américains, les fonds d'investissement, c'est pas ça qui manque. Les gens, ils cherchent à investir. Et la Tunisie a connu, dans les années 80, 18 banques de développement avec des fonds venus des pays du Golfe, à l'époque du Premier ministre Mzali en Tunisie. Mais moi, j'étais dans une banque où on ne savait pas quoi faire de cet argent parce que l'économie a une capacité d'absorption et si on n'arrive pas à investir l'argent, eh ben l'argent repart. Oui, bien sûr. Il ne reste pas. Donc, Richard, est-ce qu'au niveau du transport aérien, des infrastructures aéroportuaires, des infrastructures routières, des infrastructures hôtelières, musées, etc., est-ce qu'il y a des projets consistants qui peuvent drainer tout cet argent potentiellement disponible au renouveau du produit tunisien? Par rapport à l'infrastructure, donc je vais enchaîner par rapport à ce que disait Hakim. Il ne faut pas trop avoir peur de la concurrence. Au contraire, la concurrence, que ce soit à travers le Lofer ou à travers les compagnies classiques, elle est toujours... Il faut positiver. Il ne faut pas ni sous-estimer, ni surestimer. Moi, je dirais que cette concurrence va nous mettre à rude épreuve pour appréhender des dossiers qu'on n'a jamais osé traiter. Et peut-être qu'on sera obligé de le faire, de mettre tout à table, que ce soit par rapport à l'infrastructure, par rapport à Tunis. Je prends le cas de Tunisair. Tunisair se prépare à ce dossier de low cost. Donc elle se met à niveau. Tunisair met en place un plan elle a son plan de redressement qui est sur la table. Il a été entamé depuis, disons, 4 années, depuis 2014. Mais réellement, ça a été un plan de redressement qui allait à petits pas. Maintenant, vu cette concurrence, vu cette menace, les choses bougent. Et on fait bouger les choses, c'est pour une mise à niveau, pour un établissement aux normes standards pour pouvoir traiter cette situation d'affluence de clientèle. Voilà. D'accord. Vous savez que la principale source budgétaire pour l'État, c'est la fiscalité. Et l'État gère 2 caisses importantes, 2 fonds importants. Donc le premier fonds, c'est le fonds de la protection des zones touristiques qui finance toutes les campagnes de nettoyage des plages pour revenir justement à la plage, qui incarne donc le support principal du tourisme balnéaire. Et chaque année, l'État, à travers le ministère de l'Environnement et le ministère du Tourisme, engage des campagnes saisonnières pour le nettoyage et pour la mise en état et pour l'entretien des plages. La deuxième caisse, c'est le fonds de compétitivité du secteur touristique. Donc c'est un fonds et l'un et l'autre sont alimentés à travers les professionnels. Et le deuxième fonds est destiné à alimenter les opérations promotionnelles qui sont organisées en Tunisie. Par rapport à l'infrastructure, et notamment l'infrastructure routière, je crois que ceux qui partent en ce moment en Tunisie sont attirés par un phénomène très très apparent, c'est la rénovation de la structure routière, la construction de ponts, etc. Et c'est un élément important qui vient renforcer la desserte, vient faciliter la desserte des différentes zones touristiques. Moi, je crois que nous sommes en train de nous préparer correctement pour la saison. Et saison pour nous
qui, certes, c'est la haute saison, mais on espère que la saison va s'étaler sur la basse et la moyenne saison également. Eh bien, écoutez, les amis, je pense que vous savez ce que vous avez à faire. Vous vendez la Tunisie en haute saison, mais aussi en moyenne saison et surtout en basse saison. On fera le point dans quelques mois. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès et je vous dis à bientôt pour la table de la quotidienne numéro 30.